Bonsoir à tous, pardon, mais on termine l'émission à 20 h, le temps de gagner le parking, et puis après, les cheminements parisiens, vous les connaissez, on a le temps d'observer les petits oiseaux qui volent. Les voitures qui sont devant vous semblent s'endormir, elles sont alanguies, et de temps en temps, une petite accélération, et me voici. Tout frais. Oui, prêt pour dispo. repartir sur l'inquiétante histoire des vaccins. Voilà, c'est votre dernier livre qui est sorti aux éditions Plomb il y a 2 mois à peu près. Oui, c'est ça. On est vraiment très heureux de vous rencontrer. On va essayer de prendre le temps de vous connaître parce qu'il y a vos mots, il y a l'image, il y a la télévision et il y a le réel. Alors, on voit que le temps a un peu changé. Avec le Covid, peut-être que les personnes se sont davantage installées sur leur fauteuil, derrière un écran, ont moins envie de partir à la rencontre. Mais vous, ce qui ressort de votre personnalité, il y a au moins deux grandes qualités. J'ai peur. J'ai l'impression que vous aimez les rencontres authentiques, Oui. qui ne sont pas préparées. Vous aimez le défi, l'aventure, et vous ne cherchez pas à plaire. Vous avez même tendance à parfois déplaire ou inquiéter. Non, mais il faut être sincère. À partir de là, on se laisse aller, on tente simplement la meilleure des musiques. C'est s'offrir dans sa tentative d'amplitude. C'est pourquoi tous les jours, il faut tisonner le meilleur de soi. Mais ne pas attendre, tel le paysan, vous voyez, il part avec ses graines, il est là, et puis après, les instances supérieures déterminent si la météo sera favorable ou non. Donc j'espère que la moisson sera bonne et que nous aurons une belle rencontre. Mais je crois que c'est ça qui est formidable dans l'existence, c'est être suspendu au point d'interrogation qui est l'instant qui vient. Et toute rencontre ne doit pas être une tentative de séduction. Non. Je crois que quand on tente de séduire, c'est déjà un peu mentir. Exactement. Il faut être soi, c'est tout. C'est ça. On va essayer de percer l'authenticité jusqu'au bout. Je vous cite, ce n'est pas de votre livre. D'abord, la spontanéité, jouons le principe jusqu'au bout. Les boxeurs ne se rencontrent point avant le match. Question-réponse en direct pour plus de jubilation. La jubilation, c'est un des mots que vous utilisez très souvent. Dans votre livre, je l'ai noté plusieurs fois. Oui. Je n'ai pas noté les pages. J'espère pas être radoteur à ce point, mais j'ai 2 filles et très tôt, j'ai cherché à savoir comment je pouvais les inscrire dans un appétit d'existence. Et très rapidement, c'est ce mot qui s'est imposé à moi. Je crois que Jean d'Ormesson, lui disait, le mot clé, le mot le plus important, le mot déterminant, c'est la joie. Alors la joie, oui, mais la joie, je dirais que c'est le fruit de la jubilation. La jubilation, c'est comment on s'engage dans cet instant en cherchant le frisson, en cherchant cette intensité, et il y a une sorte de rayonnement, et ça se traduit par une sensation, quelque chose où vous avez l'impression, oui, vous êtes emporté, voilà, et jubilation, je crois que c'est l'un des plus beaux mots de la langue, oui. C'est vrai, oui, et vous l'utilisez très souvent, finalement. Bah, j'espère pas trop quand même, je vous dis, radoteur, c'est terrible. Non, pas radoteur, pas radoteur. Cette inquiétante histoire des vaccins, assez trop crue, la morbide litanie, elle barbouille au noir le crâne le plus enragé à l'optimisme. Prenons garde, le lecteur doit être ménagé, au bodiment sa conquête. Je devrais donc patouiller la vérité, l'arrondir, la rendre présentable. Eh bien, tant pis pour le commerce, je préfère que le livre termine broyé au pilon, plutôt que de le dénaturer à l'ignoble contrefaçon politicarde. Voilà, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Vous détestez cette contrefaçon politicarde, en fait. Ah oui, le grand drame, c'est que la politique, au départ, c'est extrêmement noble. C'est l'ambition d'essayer de se projeter dans la mise en perspective d'une société plus ou moins harmonieuse, où tout à chacun pourrait se déployer dans la capacité de réalisation de tout son potentiel. Et donc, là encore, on en revient à la sincérité. Or, aujourd'hui, quand on regarde le monde politique, pas que chez nous, force est de constater que malheureusement, on cherche une place. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un individu, chercher une place. Je crois que la seule place que l'on mérite, c'est être soi. Le reste, ce sont des jeux de théâtre. Si je vise simplement une manière d'être, donc un quotidien sur une fonction, je me perds.
Et les politicards, eux, sont devenus comme ça, des gens qui guettent la gamelle, voir comment elle peut bien se remplir, quelle que soit la méthode. Et je trouve que malheureusement, on en est tous victimes. Ils en sont les premières victimes dans l'illusion d'une jouissance de pouvoir, alors que malheureusement, ils ne sont que des agitateurs d'un sinistre théâtre, mais il ne s'y passe rien. On pourrait croire que vous aussi, vous jouissez d'un certain pouvoir parce qu'on vous voit très souvent à l'écran. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un influenceur? Non. Non, vous n'avez pas l'impression? Non. Pourquoi? Parce que quand on vous voit, on vous entend. Forcément, vous plaisez à certains. Oui, mais je dois déplaire à d'autres, ah oui, forcément. Ça c'est sûr. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de lettres? Est-ce que l'Institut Pasteur vous a contacté suite à la publication de ce livre? Non, l'Institut Pasteur ne me contactera pas. Je peux vous raconter une rencontre il y a 2 ans avec l'un des patrons de l'Institut Pasteur, qui est un monsieur de grande notoriété, mais par correction vis-à-vis de lui, je ne vais pas le citer. Et ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet, et j'étais dans la perspective d'écrire le livre. Et je lui ai dit, écoutez, vous venez de terminer une émission ensemble. En mars 2020 à peu près Oui, même peut-être 2019, oui. Et je lui dis, j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble parce que je voudrais vous parler de ma vision de Pasteur. Or, lui, il a écrit une grande biographie qui fait référence en la matière sur Pasteur. Puis vous parler des vaccins. Je voudrais savoir si je me trompe, si effectivement il y a des failles dans mon raisonnement et dans tout ce que j'ai déjà colligé. Est-ce que je me suis laissé emporter par mon intime conviction, ne retenant que les éléments qui allaient dans cette sensibilité? Alors on se retrouve au De Magot, lieu sympathique. Et puis il me dit, alors vous avez lu ma biographie sur Pasteur? Je dis oui, bien sûr. Je dis, mais c'est là où il y a tout de suite des points de dissonance, parce que Pasteur, vous en faites une sorte de saint, un personnage d'une grande envergure intellectuelle, ce qui est vrai, mais d'un autre côté, on ne peut pas nier, déjà humainement, ce n'était pas un personnage particulièrement agréable à fréquenter. Et puis c'est surtout que... C'est un homme qui était toujours chez lui, dans son laboratoire en fait. Oui, mais quand il avait le contact avec les autres, quand il se retrouve patron de la faculté, oui. Il a des attitudes vis-à-vis des étudiants, c'est un despote. Oui, c'est vrai, c'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà. Après, c'est un homme, ce qui est intéressant, c'est l'engagement qu'il met dans tout ce qu'il fait. Et là, moi, ça me fascine, parce que ce sont des gens qui ont le désir, et ça c'est un exemple, d'atteindre comme ça les capacités d'ouverture de différentes voies. Malheureusement, à la fois il a donc l'esprit de curiosité, indispensable pour se lancer dans la recherche, mais il est gouverné aussi par l'obsession un jour de marquer de son empreinte l'histoire de l'humanité. Donc il dit, je trouverai quelque chose qui me placera au-dessus des autres. Alors ça peut être la bonne lanterne, celle qui vous guide, mais si c'est vraiment la fin en soi, on risque de se fourvoyer. Et c'est ce qui se passe. À un moment donné, il ne cesse de quitter les voies dans lesquelles il obtient des résultats. Alors comme il a ce changement fréquent de centre, immanquablement, quand il va dans un nouveau domaine, il lui faut des références. Les références qui fait qu'il prend les textes, ce qui a déjà été publié, ce qui est moins connu, et puis après, quand il a bien incubé l'ensemble, il suit ceux qui l'ont précédé et essaie de voir comment aller plus loin. Et souvent, il va plus loin. Alors, c'est la démarche de tout chercheur, c'est la démarche de tout à chacun. Reste qu'en général, il y a une sorte d'élégance. Vous dites, avant moi, un tel, avec son lumignon, nous avait ouvert quelques perspectives et puis malheureusement, il n'a pas abouti. Et moi, je l'ai suivi et là, j'ai creusé et j'y suis arrivé. Bon, il n'a pas cette élégance. En soi, finalement, pourquoi pas? C'est pas. Non, mais il n'y a pas de quoi mériter les bannissements de la société. Bon, en revanche, quand il a réussi, par exemple, à lutter contre les
les fléaux qui emportaient les vers à soie. Alors la vers à soie, à cette époque, était l'une des grandes industries du sud de la France. Napoléon III lui dit, écoutez, c'est dramatique ce qui se passe. Et il se porte là-bas, il s'investit complètement, se déplace avec sa famille, s'isole, il met plusieurs années, et il perce le secret de ce qui emportait ces élevages. Et il s'aperçoit qu'en réalité, la solution, c'est une solution de sous-préfet, c'est une mesure d'hygiène, car on entasse déjà la manière dont on nourrit les vers, on sélectionne des plantes qui sont séchées dans de mauvaises conditions, et puis ensuite, on entasse sur différents étages les larves. Et c'est comme ça que les excréments du dessus tombent dans ceux du bas, etc., et qu'il y a une contamination. Et quand il se rend compte de ça, il dit, bon ben voilà, il suffit de réorganiser la manière dont on élève ces petits excités, tortillants. Donc là, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Oui, mais c'est formidable, parce que le bon sens, c'est pas, ça ne vient pas comme ça. Bon. Et puis, alors, il change, après, toujours à la demande des instances au pouvoir, il y a une épidémie qui emporte les ruminants du côté de Chartres. Il dit, si vous pouviez vous rendre là-bas, essayez de comprendre. Et quand il est sur place, il s'aperçoit, c'est étonnant, que 2 champs contigus, là, les animaux continuent à paître sans le moindre problème, et à côté, malheureusement, il y a nombre de cadavres qui, au quotidien, sont relevés par les paysans. Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de saisir, demande quelles sont les traditions, qu'est-ce qui fait que... Et puis, toujours en fin observateur, il remarque que l'herbe n'est pas de la même couleur sur certains endroits. Il dit, mais pourquoi cette différence? Alors on lui dit, c'est parce qu'à ces endroits-là, on a enterré les cadavres des bêtes qui avaient été emportées par l'épidémie. Et là, il arrive à cette déduction extraordinaire que ces animaux sont victimes de ce que l'on appelle à l'époque, lui il nomme ça un animoncule, enfin des animoncules, et que les vers de terre remontent des cadavres ces éléments qui sont ceux de la contamination. Et là encore, il dit, mais donc il faut arrêter d'avoir ce genre de pratique et vous verrez, ça cessera. Donc observation salvatrice. Observation, mais non, mais qui est déterminante. Mais oui, salvatrice. Salvatrice. Mais sauf que, forcément, ça ne correspond pas à son ambition. Et pourtant, il a une conclusion extraordinaire, je la rapporte plusieurs fois, parce que ça devrait être une obsession pour ceux qui aujourd'hui cherchent à suivre Pasteur, en oubliant qu'il avait eu cette conclusion et qu'aujourd'hui, c'est elle qui est l'élément de référence. À savoir que lorsque les bêtes sont au contact de ces porteurs de la contagion, si on fait en sorte que ces grouillements soient placés dans des éléments de nourriture, alors en l'occurrence, on fauche le foin, on le donne aux animaux, après avoir semé les animoncules, et il ne se passe rien. C'est quand même bizarre. Et puis, là encore, l'observation, il remarque que les ruminants, il n'y a pas que du foin, mais vous avez les chardons. Et les chardons, forcément, les animaux, quand ils mangent, ça fait des lésions dans les gencives. Et que par conséquent, ça peut faciliter l'inoculation des germes portés par les animoncules. Ça, c'est pas mal. Mais là encore, quand on met les chardons dans le foin des animaux pour voir s'il y a contamination ou pas, il n'y en a que certains qui vont développer une pathologie. Il arrive à cette conclusion que quelles que soient ce sont les circonstances qui font qu'il va y avoir une contagion, une épidémie, mais que là, ça ne dépend pas spécialement de l'élément contaminateur, mais de cet environnement global. Alors il l'écrit dans ses carnets, parce que là encore, ce que j'ai cherché, c'est pas une fiction. J'étais tombé sur des extraits de ses carnets de laboratoire, où il rapportait tout.
Ça, c'est le premier élément que tout à chacun peut consulter. Vous avez trouvé ça en bibliothèque? Oui, oui, oui. Bah, maintenant, on peut trouver ça en bibliothèque. Au départ, c'était des extraits qui m'étaient parvenus par un personnage qui se fait, lui, coliche comme ça des documents. Bon. Et puis après, j'ai découvert qu'Émile Roux, son principal collaborateur, médecin indispensable quand il s'attaque à la rage, car sinon, lui, comme il est chimiste, il n'a pas voix à la rencontre avec des patients. Et puis son gendre, Loire, Adrien Loire, même chose, il raconte comment Pasteur travaille et ce qu'ils ont mené comme expérience avec lui, en particulier quand il s'attaque à la rage. Alors, c'est là que ça commence à se corser. C'est là où ça commence à se corser, puisqu'il avait trouvé la solution pour lutter contre une épidémie, que l'on peut juger relativement analogue, enfin c'est le principe de la contagion, et il avait été aussi confronté, toujours à la demande de Napoléon III, par une vague de choléra à Paris. Et là, on réunit 4 savants, dont lui, on les place à la Pitié-Salpêtrière, et puis on leur demande d'observer les patients, ceux qui vont être donc dans le risque d'être emportés par la maladie. Malheureusement, ça s'arrête là. Bon, donc on passe à autre chose. Et là, Émile Roux dit néanmoins cette obsession que pour lui, j'ai oublié quand même de mettre tout à l'heure, que la conclusion à son travail d'observation a été pour autant, bien qu'il ait dit l'épidémie, il faut des circonstances particulières pour qu'elle conduise à la maladie, il dit seul le vaccin pourra nous en sortir. Il y a déjà un postulat. Voilà, il y a ce postulat. Et en un hiver, il crée un vaccin. Et ensuite, il exige qu'il y ait une mesure administrative qui oblige tous les éleveurs à faire subir à leurs animaux le vaccin en question. Et il triomphe après en disant, mais regardez, on a éradiqué la maladie grâce au vaccin. Or, il avait éradiqué la maladie avant, simplement par les mesures que tout le monde a suivies. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, donc, il est toujours avec cette idée, et Roux révèle qu'il pourrait chercher des pathologies qui sont plutôt répandues en ce temps. On a la tuberculose, le choléra, parce qu'on peut quand même guigner d'autres manifestations ici ou là qui apparaîtraient. Et il choisit la rage parce que la rage est particulièrement épouvantable quand un individu en est victime. On bave de partout, ensuite vous êtes paralysé, c'est véritablement la maladie du diable. C'est un vrai symbole. Voilà, c'est le symbole. Il dit avec ça, si je trouve le vaccin, eh bien, j'aurai marqué l'humanité. Mais c'est-à-dire qu'il y a 2 choses quand même. Il s'abuse, mais en toute bonne foi. Il n'est pas là en train de dire je vais créer je ne sais trop quoi qui sera délétère pour la santé des individus. Non. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Rappelons le contexte. On est au XIXe siècle. Que se passe-t-il au XIXe siècle? La science, depuis presque un siècle, commence à nous libérer d'un quotidien de servitude. La fée électricité a jailli. On a les premiers moteurs. On tutoie les airs. On a commencé avec les montgolfiers, puis là on va avec des engins encore plus fous. Il y a les machines qui font que les tâches au quotidien sont largement atténuées, même pour les ouvriers, on reste dans la pénibilité. Mais il y a quelque chose de fabuleux. Et dans le même temps, n'oublions pas, on a Nietzsche et tous ceux qui sont dans l'élan des Lumières qui ont condamné Dieu. Et lorsque l'on était victime de pathologies auparavant, forcément, on en appelait à la toute-puissance divine. Il y avait les processions derrière Monsieur le curé, avec les cierges, et on espérait bien que comme ça, la guérison serait accordée en promettant de se comporter mieux et en demandant pardon pour les péchés précédents. Et il y a une mentalité scientiste qui est en train de s'installer. Et ça le guide, bien évidemment, inconsciemment. La médecine, elle, reste à des principes ancestraux. Elle n'évolue pas comme dans les autres domaines. Autres domaines où tous les chercheurs clament leur tristesse en pensant aux générations à venir, car eux auront percé les secrets de la matière. C'est-à-dire que Dieu est déjoué,
il y a des lois. Ces lois, on est capable de les modéliser, de les mettre en formule et de recréer les phénomènes tels qu'on les a décryptés. C'est formidable, l'homme est maître du monde. Le nouvel homme. Voilà, c'est le nouvel homme. Et vous voyez où on en est aujourd'hui. On va en parler. Hein. On va en parler. Ouais. Et donc, il a ça dans la tête et il se lance dans ce défi de trouver le vaccin contre la rage. Et Émile Roux dit donc, non seulement il prend ça parce que c'est cette maladie qui est un symbole, mais en revanche, il y a très peu de cas. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, on vous disait « Oh là là, la rage à cette époque, on portait les uns et les autres dans les campagnes. Que de cas, que de cas. » Et quand on regarde les statistiques, qu'on lit les rapports des médecins, et l'un des farouches adversaires de Pasteur, c'est Péter. Alors Péter, quand il apprend qu'il y a ces travaux qui sont menés, il n'est pas le premier là encore, hein. Il y a eu déjà plusieurs tentatives avec des vétérinaires qui se sont arrêtés parce qu'ils n'aboutissaient à rien. Alors, il reprendra néanmoins les conclusions des uns et des autres, ce qui lui permet de ne pas partir de rien et d'avoir un point sur lequel, s'accrocher. Et Péter dit, mais c'est quand même complètement fou, parce que non seulement il y a très peu de cas, et on s'aperçoit que dans 99% des cas, il y a une réponse. Alors on ne parle pas encore véritablement du système immunitaire, mais l'homme, enfin, ou l'animal, est capable de se débarrasser de l'ennemi qui l'a infiltré. Donc il y a quelque chose en nous qui nous permet de résister à ceux qui sont dans l'environnement potentiellement des éléments de destruction. Ça, c'est intéressant aussi de retenir qu'on a déjà compris toutes ces choses. Vous ne rejetez pas tout en bloc, on le voit bien. Oui, non, mais... Certains pourraient dire Marc Menon a rejeté tout Pasteur, pas du tout. Vous parlez d'une imposture, mais là, on voit bien tous les éléments qui sont dans un premier temps, il n'y a pas d'imposture. Il y a un choix, on pourrait se dire... Un contexte, un comportement. Il y a un contexte, il se dit, si je réussis là, ça pourra être appliqué à d'autres domaines, et quoi qu'il arrive, j'aurai tellement marqué les esprits qu'on retiendra mon nom. Bon, voilà, tout ça peut se défendre, et c'est un homme... Il devient un peu courtisan sous Napoléon III, mais lorsqu'il quitte l'université avec ses diplômes, il travaille à côté de Ballard, et là où les autres vont et viennent et s'accordent la fête, lui non, c'est un bûcheur. Donc il est très respectable dans cette capacité à s'investir dans les travaux qui lui sont confiés. Bon. Alors, il crée sa petite équipe et le voilà, ça ne se fait pas en 2 jours. Déjà, le premier problème, c'est que malheureusement, les cadrages sont rares. Et très rapidement, il se retrouve sans pouvoir même contaminer les animaux. Quand il y parvient, malheureusement, là encore, il a beau injecter le virus, ça ne marche pas. Et c'est là où Émile Roux finira par le sortir de l'ornière dans laquelle il est embourbé, en ayant une idée assez invraisemblable, c'est d'inoculer le virus de la rage. Pour simplifier, je peux dire, il ne l'appelle pas comme ça à l'époque. Bon, dans la... je ne sais pas s'il y a des spécialistes vétérinaires. dans la dure mère, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est une effraction d'abord du cerveau, vous arrivez à la dure mère, et là, eh bien, la contamination se perd. C'est pas très naturel, mais enfin, il arrive à ça. Ça marche. Alors, il faut sacrifier des centaines de chiens. On s'est réfugié dans l'ouest parisien, loin, pas très loin de Versailles d'ailleurs, et là où Maurice Chevalier avait sa maison, comment ça s'appelle ? Voilà, Marne-la-Coquette. Ouais. Et dans une ancienne caserne des soldats de Napoléon III. Et là, pourquoi on s'est mis là ? Parce que déjà à l'époque, en Angleterre, vous avez des luttes de défense des animaux et qui font attention à toutes les expérimentations qui sont menées sur les pauvres bêtes. Alors là, on sacrifie des dizaines de chiens et il faut éviter le scandale. Passons là encore les expériences, ça stagne. On y est, hein. Et Pasteur, à un moment, se désespère. Roux a pris une sorte d'indépendance, il est à l'étage au-dessus. Il dit, il faut que j'aille voir quand même ce qui se trame dans son côté. Il a toujours de bonnes idées.
quand il se présente dans le laboratoire de Roux, il n'y a personne. Alors, il regarde et il aperçoit des tubes placés d'une certaine façon dans lesquels Roux fait sécher des peaux de lapin. Et lui, il faisait ça de son côté, mais ça ne le fait rien. La peau de lapin étant l'élément qui permet, qui est la culture du vieux. Et là, il y a des résultats. La belle aubaine. Alors, il note l'ensemble, et comment on connaît la scène? Il ellipse un peu dans ses carnets de laboratoire, mais Adrien Loire, qui est donc son neveu, assiste à l'événement. Et l'après-midi, quand Roux revient, il s'aperçoit qu'on a touché à son installation extrêmement créatrice. Il se tourne vers Loire et dit, mais quelqu'un, vous avez touché. Elle dit, non, c'est pas moi, c'est Monsieur Pasteur, dit Roux. Et la Loire dit oui. Et là, Roux comprend que Pasteur risque de le copier et il se fâche avec lui pour de longs mois. Il lui en veut, il ne veut plus le rencontrer. C'est déterminant pour la suite. Donc Pasteur, néanmoins, là encore, il adapte ce qu'il a remarqué et copié chez Roux et donne un petit point différent qui rend l'expérience beaucoup plus prolifique. Alors, il faut lui reconnaître ça. Et on finit par créer un vaccin. Et là, il faut tenter l'expérimentation. Alors avec qui? Il écrit à l'empereur du Brésil en disant, écoutez, si vous avez quelques condamnés à mort qui attendent l'exécution, peut-être qu'on pourrait leur donner une chance, s'ils sont volontaires, leur donner une chance de pouvoir se prêter au jeu de la science. Et si, comme moi, je le suppose, ils obtiennent une sorte de grâce naturelle, eh bien, on leur demandera simplement de jurer qu'ils ne commettront plus jamais de crime odieux et voilà, ils auront regagné leur place dans l'humanité. Il n'obtient pas de réponse de l'empereur du Brésil et là, il se tourne vers les hôpitaux. Alors là encore, il y a tout un cheminement que je raconte. Et arrivons au moment, à chaque fois, ça tourne mal, c'est-à-dire que les circonstances font qu'ils commencent à vacciner, mais la personne, après une petite fille, malheureusement, elle meurt trop rapidement, etc., etc. Et à un moment, arrive au laboratoire un petit garçon, c'est la fameuse histoire que vous avez tous eue en exposé par vos professeurs, vos instituteurs quand on était gamin, c'est le petit Mester. Il est là avec sa maman, et le propriétaire du chien qui lui aussi a été mordu. Alors le chien s'est quand même plus acharné sur le gamin que sur son maître qui a dû lui donner 2 coups de pied et qui lui a permis d'éviter les crocs les plus virulents. Et Pasteur demande, comme il est fâché avec Roux, il a engagé un autre médecin, s'il est bon de traiter ou pas. Et le médecin dit oui, il faut traiter. Et là, pendant 9 jours, au quotidien, il y a tout un processus qui est assez compliqué, et avec des virus de moins en moins virulents. Et à la fin, l'enfant retourne chez lui et on estime qu'il y a guérison. Alors je dis on estime, parce que là, il y a 2 interrogations. La première, le maître, lui aussi, a été mordu. Or, il n'est pas traité et il guérit. Alors vous allez me dire, il avait un système immunitaire qui lui permettait d'éliminer. Postulat que l'on pourrait appliquer au jeune Mester. Ensuite, pour savoir si effectivement le patient est victime de la rage, la pratique consisterait à faire un prélèvement dans la moelle épinière et d'injecter ce prélèvement à des lapins témoins, des cobayes. Et si les lapins développent la rage, ça veut dire qu'effectivement, on en est porteur. Sinon, il n'y a rien. Sauf que, ce protocole n'est pas appliqué. Alors, il fait connaître cette réussite prodigieuse, extraordinaire. Il y a un autre point, et là, que personne n'avait jamais soulevé, à ma connaissance,
et peut-être que je me trompe, ça n'a rien à voir avec la suite de l'histoire. Vous allez me dire, quand je vous expose un petit point de réflexion qui porte atteinte même au principe du vaccin, là, dit curatif. L'enfant, injection après maladie. Après avoir subi l'agression de l'animal, donc en étant déjà porteur, si c'est le cas, du virus qui est en train de se développer en vous. Ça arrive au bout de 2 jours, 3 jours, ce qui fait que votre organisme, il faut déjà qu'il ait une réponse. Oui. Il est déjà donc en activité, avec une réponse qui doit être adaptée à ce que l'organisme remarque comme taux de virulence. Oui. Or, le vaccin, théoriquement, doit avoir une virulence moindre que l'agresseur répertorié. Donc moi, je m'interroge sur le principe même du vaccin curatif. C'est-à-dire que si vous êtes déjà porteur de l'élément contre lequel vous devez lutter et qu'on vous mette un élément qui est inférieur à l'agresseur, en quoi cela va vous valoir de mieux combattre celui qui est en train de s'activer en vous? On peut se dire que l'armée des anticorps se lève, non? Pardon? On peut se dire qu'il y a une petite armée d'anticorps qui se lève et une plus grosse armée qui se lève. Ben non, sauf que la plus grosse armée, théoriquement, elle est déjà en lutte contre quelque chose qui est plus fort. Elle s'accélère encore. Si vous avez 15 chars qui sont en train de mitrailler une citadelle, c'est pas la petite estafette qui arrive avec sa mitraillette en disant je vais lutter, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Mon raisonnement, il tient ou pas? Y a-t-il des médecins dans la salle? Ah oui, il y a un médecin. Oui, ouais. N'hésitez pas si vous voulez. Ah oui. Non, mais là je suis en train de raconter. Là je suis en train de raconter l'histoire de. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai bien noté le vaccin curatif. Je n'ai pas généralisé aux autres vaccins. Marc, maintenant je vois que le temps passe. Il faudra qu'on parle aussi de beaucoup de choses. Bref, toujours est-il qu'il y a un deuxième cas, la personne, même chose, s'en sort, et puis il y a le petit rouillé. Alors le petit rouillé, il se trouve que Pasteur a été victime d'une attaque cérébrale, il se repose en Italie. Et le petit rouillé est conduit au laboratoire, il subit le traitement, le même que le petit Pasteur, et malheureusement, 3 semaines après, il meurt. Le père, qui se prénomme Napoléon, dit « mais c'est à cause du vaccin, c'est le vaccin qui est le responsable ». Forcément, on ordonne une autopsie, et c'est le professeur Bouardel qui mène cette autopsie. Et Roux, qui est alerté, est catastrophé, Loire également, et l'ensemble du laboratoire. Brouardel demande à ce qu'il y ait un prélèvement qui soit effectué sur le cadavre du jeune garçon, et on inocule le prélèvement aux 2 lapins. Le résultat, c'est que quelques jours plus tard, les 2 lapins sont paralysés, et donc l'enfant est bien mort de la rage. Et là, Brouardel... que le vaccin n'a pas fonctionné. Oui, voilà. Et là, Brouardel dit « Ah oui, écoutez, c'est quand même terrible. Est-ce que vous croyez au vaccin ou pas ?» Roux dit « Oui, je pense que simplement, on a mené des expérimentations beaucoup trop tôt, c'est pas au point, mais je suis persuadé que la solution, elle est là. » Et là, Brouardel, tout ça, c'est consigné, enfin. Brouardel dit « Écoutez, devant la faculté, on va mentir. Parce que sinon, c'est 50 ans de retard de la science. Donc on va dire, moi je vais rédiger que le petit est mort d'une occlusion intestinale, et vous direz que les lapins, ils gambadent dans la campagne, et c'est ce qui se fait au mois de janvier, 3 mois plus tard. Voilà ce que j'appelle, moi, l'imposture de Pasteur, imposture initiale, et qui se répète... Vous dites initiale parce que le postulat, la thèse de votre livre, en fait, c'est que on s'est basé sur une admiration sur un monument qui est Pasteur, et on l'a perpétué. Mais non, mais c'est-à-dire que là, il y a toute une publicité de ça, mais le docteur a raison, c'est-à-dire que déjà, il y a une confusion. Si vous demandez aux gens, entre vaccin curatif et vaccin préventif, ils ne font pas la différence.
Reste que également, dans ce qui est enseigné, on ne fait pas la différence. C'est-à-dire qu'on a un principe vaccinal général et on dit, voilà, c'est la solution. Et on ne peut pas dire que la période qu'on vit aujourd'hui permette plus de clarté. Non, 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 non. Mais alors après, c'est là où j'ai fait tout un travail d'enquête sur chacun des grands vaccins. La variole, dont on nous dit qu'elle a été éradiquée par les vaccins, la polio, etc., etc. Alors je ne vais pas vous faire tout le livre. Chaque histoire est là, avec les personnes qui travaillent sur la découverte d'un vaccin, comment ce vaccin est développé et quels sont les résultats, et est-ce qu'effectivement on doit croire à ce qui nous est asséné, à savoir la réussite des vaccins. Quand je prends le résultat de toute cette enquête, j'arrive au résultat non. Mais ce n'est pas mon chapeau. Moi, je ne fais que prendre les éléments et de les consigner dans le livre tels qu'ils apparaissent. Vous les mettez en parallèle avec la météo, le contexte social. Ah non, ça, oui, alors là, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, vous recontextualisez en fait. Oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que pour essayer de comprendre les vaccins et les épidémies, oui. Alors déjà, il y a les épidémies telles qu'elles sont relatées depuis, disons, l'Antiquité. On voit que des épidémies sont apparues, ont disparu. On a les symptômes qui sont parfaitement décrits par les différents observateurs des temps, et ces épidémies s'arrêtent toutes. La peste s'est arrêtée, etc., sans vaccin. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre aussi, est-ce qu'il y a un contexte qui permet de bien comprendre pourquoi, à un instant T, il y a une contagion générale. Et alors j'ai pris par exemple l'épidémie de peste de 1347. Et là encore, si on prend la peste pour la peste, que se passe-t-il en 1347 ? Alors, j'ai été visiter le roi Ladurie, qui nous fait des livres formidables, extrêmement bien documentés, sur l'histoire du climat, et le climat qui a pour conséquence des faits plus factuels, en l'occurrence la météo. Et quand on lit le roi Ladurie, on s'aperçoit que là, on entre dans l'intensité de la petite ère glaciaire qui va nous frapper durement pendant un temps très long. Et que les conditions de vie à l'époque, déjà au quotidien, sont épouvantables. On est plus dans des baraques d'autre chose, c'est la terre battue. Et il y a une météo qui se détériore avec des famines énormes parce que ce sont des pluies, des temps très 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 froids. L'hiver, on traverse la Seine avec des tombereaux tirés par des chevaux. Il pleut, les récoltes sont pratiquement toutes noyées. Et en plus, on entre dans la guerre de 100 ans. Alors la guerre de 100 ans, ce n'est pas 100 ans de combat au quotidien. Il y a des batailles. Et entre les batailles, vous avez les troupes qui sont au solde des seigneurs qui répondent à l'ost du roi. Et quand au bout de 45 jours, on quitte la bataille, ou on l'a quittée plutôt si elle s'est achevée avec un vainqueur, eh bien ces troupes-là se retrouvent sans rien. Donc elles forment des bandes qui vivent de rapines et de pillage sur les habitants. Et les Anglais, ils ne retournent pas, ils continuent à occuper le terrain. Et de la même façon, ils sont sur le peuple en train de le priver de tous ces petits éléments qui sont déjà extrêmement restreints pour affronter le quotidien. Donc déjà, ça vous permet de comprendre que les organismes sont extrêmement usés, que les uns et les autres ne sont pas en état physiologiquement de résister à un contexte qui en soi est une agression et où vous avez soudain un élément de contagion. Alors cette contagion, là je ne vous apprends rien, ce sont les puces des rats. Tout à l'heure, j'évoquais les processions. Quand vous faites des processions, on est les uns contre les autres. Les puces sautent d'un personnage à l'autre et forcément, ça favorise le développement de l'épidémie. Mais là encore, ce qui est très intéressant, c'est que dans certaines zones, on atteint 50-55% de morts. Mais il reste quand même pratiquement la moitié qui échappe. Napoléon, lorsqu'il
il est en Égypte, à Saint-Jean d'Acre, il y a la peste qui touche ses soldats. Il va les montrer, il faut les soutenir, il les touche, il est au contact et il devrait lui aussi éventuellement être infecté. Il n'a rien et les infirmiers non plus. Ce qui montre bien que ça pose la question sur le fait de pouvoir résister à ce que l'on appelle les pathogènes. Alors là encore, en poussant l'enquête, on ne pourra pas développer tous les chapitres. Non, mais c'est pour essayer de montrer que je ne suis pas dans le déni, que je fais très attention à la science. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, depuis 5 ans, on a créé un laboratoire qui est dédié à comprendre comment un virus devient pathogène et dans quelles conditions il devient pathogène. C'est-à-dire que donc un virus n'est pas systématiquement pathogène. Et quand il est pathogène, c'est ce que l'on a vu avec le Covid. 80% des gens, là on a sorti le mot asymptomatique, ça veut dire que nous avons une réponse immunitaire naturelle. Et ceux-là, ils ne se rendent même pas compte. Et puis après, il y a tous ceux qui vont développer plus ou moins de symptômes graves. Et enfin, un pourcentage extrêmement réduit qui vont malheureusement connaître jusqu'au trépas et qui vont énormément souffrir de ce pathogène. Vous voulez peut-être prendre un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. On peut dire qu'après 4 heures de parole, vous avez le droit de boire un petit peu d'eau quand même. En quoi ça nous éclaire aujourd'hui? Moi, je m'attendais au départ, en lisant ce livre, à ce que vous nous parliez énormément de ces 2 années Covid. Finalement, vous plongez dans l'histoire et c'est l'histoire en fait qui vous fait prendre pied dans le réel et nous éclaire aujourd'hui sur notre contexte quand même. Oui, mais si on faisait ça également dans le domaine... si on essaie de comprendre ce qui se passe dans les désordres sociaux, si on fait des projections, si on regarde, quand on vous parle de la laïcité et qu'aujourd'hui le mot est devenu synonyme de multiculturalisme, que se rappelle comment la laïcité et la loi de 1905 sont votées, on deviendra beaucoup plus strict sur les exigences que l'on peut avoir pour tout à chacun et comment cette laïcité d'abord s'est dressée contre la religion catholique et que l'on demandait simplement à ceux qui étaient croyants, et ça remonte même à Voltaire qui se battait contre les flagellants qui portaient des tenues en disant mais en quoi ces gens seraient supérieurs à nous simplement, etc. Et ça nous permet d'avoir les mentalités et de comprendre comment on peut être dans les tensions de division telles que nous les vivons. L'histoire, il y a tout un recul. Aujourd'hui, que peut-on dire sur le Covid? Bon, alors vous allez parler des effets secondaires qui sont pas même. J'ai rien pour traiter des effets secondaires. C'est un travail de pharmacovigilance qui demandera je ne sais trop combien de mois et d'éclairage et c'est très très compliqué. Moi, je vais là où il y a les traces qui sont indélébiles, qui me permettent de mener un raisonnement et d'arriver à tenter de faire poindre une sorte de vérité qui nous questionne sur nos pratiques d'aujourd'hui. Et si les pratiques qui nous viennent d'un siècle et demi, elles peuvent être remises en cause, ça nous permet d'avoir un doute légitime sur ce que l'on tente de nous imposer aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est dans une logique scientiste, moléculaire. Vous donnez des chiffres effarants du mètre cube d'eau, le nombre de médicaments, c'est hallucinant tout ce qu'on voit au robinet même. Mais alors là encore, je prends pas des chercheurs d'officine. Je prends des chercheurs extrêmement sérieux qui sont au CNRS, qui font des travaux et qui arrivent à ces conclusions en faisant des prélèvements dans la Seine. Et on s'aperçoit des mutations que cela entraîne chez les animaux. Le fait que toutes les molécules que nous ingérons se recomposent parce qu'on en élimine une partie dans les fesses, tout ça, ça infiltre les sols et on le retrouve, ça passe des barrières de filtration
des centrales de purification. Oui. Donc, quand vous prenez de l'eau du robinet, vous avez immanquablement des résidus moléculaires avec des chimères, tout ça, ça se recompose et on ne connaît pas les résultats. On voit les résultats sur les mutations de poissons qui deviennent hermaphrodites, etc., etc. Tout ça, moi je n'invente rien, je prends les travaux des autres. Hein. Je fais comme Pasteur, je pique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, il va plus loin, il a au moins des capacités à extrapoler le travail des autres. Moi, je ne l'extrapole pas. Je me contente de dire voilà, et à mon sens, la conclusion s'impose d'elle-même. La conclusion, c'est l'immunité naturelle, le respect de notre nature, oui, et la capacité qu'a l'homme à réagir par lui-même. Je pense que les personnes qui vous entendent ce soir, les lecteurs de ce livre, qui ont du bon sens, adhèrent complètement à ce que vous dites. Mais comment faire passer, faire comprendre cela? Non, mais c'est là où tout est... Parce que là encore, il faut se replacer dans un contexte. Au départ, on est quoi? On a la velléité d'être des citoyens, des êtres réfléchissants, des gens qui s'épanouissent, des gens qui se réalisent. Et puis, là encore, dans un contexte géopolitique, ce qui est formidable, 18e siècle, 19e siècle, il y a toute cette créativité. Comment soudain, on prend nos airs, si je puis dire. On décolle. Pour la première fois, on voit la Terre d'en haut. C'est toute l'aventure de l'aéropostale. C'est les voitures. C'est toute cette technologie qui est merveilleuse parce qu'elle nous évite une certaine servitude. Elle nous permet de se rencontrer à 21h40. Non, mais dans les faisceaux de la lumière, alors qu'avant, bon, ben voilà, vous étiez enfermés, victimes des caprices de la nature, et c'est ça aussi qui fait qu'on peut vivre plus longtemps parce qu'on a un confort. Quand vous étiez dans une cabane infiltrée par les vents, avec ces conditions de la petite ère glaciaire, que vous avez le sol en terre battue, vous n'avez pas de chauffage, rien pour vous porter, etc., etc., vous n'êtes pas bien nourri et qu'en plus le travail du quotidien vous sabre vos forces vives, forcément vous êtes chancelant. Et c'est là que le docteur Guillermet, dans les années 1830, dit voilà la conclusion. À 28 ans, les jeunes sont des vieillards, ils vont mourir. Et oui, à cette époque-là, on mourait très 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 tôt. Donc ce sont les circonstances qui vont nous épuiser. Mais pour revenir à mon propos initial, on a fait de nous des consommateurs. Oui. C'est-à-dire on n'est plus des êtres en recherche d'épanouissement. On nous a dicté une façon d'être. Alors il y a une sorte de frénésie de consommation qui conduit, il y a une campagne publicitaire que vous avez dû entendre depuis quelques semaines sur les différentes ondes, où l'OMS, les Français, nous alerte contre le surpoids et l'obésité. Plus de 65% des gens sont en surpoids, en obésité. Or, il est évident que quand vous avez cette physiologie-là, vous êtes potentiellement déjà dans un désordre physiologique qui risque de faire naître des pathologies. Oui. Et là encore, sur un autre chapitre, c'est comment, à force de croire aux molécules, on en est à vouloir réguler nos émotions. Et depuis 5 ans maintenant, le deuil est considéré comme une maladie qu'il faut combattre aux molécules. Nos humeurs, même chose. Notre tristesse, c'est pas normal d'être triste. Si, c'est normal d'être triste. Ouais. Ça fait partie des émotions. D'ailleurs, vous dites dans ce livre que vous auriez pu passer à la... Alors, je ne suis pas psychiatre, mais à la Ritaline. Ritaline, voilà, c'est ça. Vous y avez échappé parce que vous êtes né trop tôt, heureusement. Ah bah oui, sinon, moi, on m'aurait donné 4 boîtes par jour, au moins. Non, vous étiez un petit garçon hyperactif, TDAH. Non, terrifiant. Non, terrifiant, je me roulais par terre, je ne voulais pas obéir, etc., etc. Mais si on m'expliquait, j'étais doux comme un agneau. Mais si on me donnait un ordre, ça m'était insupportable. Ouais. Bon, et ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les enfants sont dans l'hyperactivité? C'est lié au soda, on en revient à la consommation, on n'a jamais bouffé autant de sucre. Et là encore, les conclusions sont d'un professeur américain, l'un d'eux, parce que là encore, il y a plusieurs enquêtes, Sean Tuller, qui fait une expérience extraordinaire dans des pensionnats d'enfants considérés comme perdus pour la société et qui sont des sortes de centres de redressement. Et en supprimant les sodas et le sucre,
alors qu'ils sont incapables de se concentrer, de suivre un cours et ils restent donc analphabètes, soudain, ils sont là à écouter le professeur et réalisent en quelques semaines des progrès invraisemblables. Il n'y a plus de bagarre. Et il implique ça également avec des volontaires dans les pénitenciers. Et il y a une réduction énorme de toutes des rixes. Donc ça montre bien qu'on a des éléments qui sont des éléments de déséquilibre. Et l'un des grands fléaux de notre temps, c'est le sucre, qui a une incidence terrible sur la psyché et sur la physiologie en général. Les cellules cancéreuses se gavent de sucre. Alors on parle corps, molécules, sucre, médicaments. Est-ce que vous ne considérez pas quand même qu'il y a Alors il ne s'agit pas d'être complotiste, d'ailleurs j'aimerais savoir... parce que certains vous considèrent comme complotiste. Ah non, mais moi je suis un obscurantiste. Vous êtes un obscurantiste parce que vous dites des choses... Oui, bien sûr. Oui, c'est bien connu. D'abord, j'habite dans la forêt, j'ai une petite cabane. Voilà. Sans ondes. Comment s'y retrouver voilà, on est dans une ère de consommation, mais est-ce que là, il y a le forum de Davos qui vient de se terminer. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand même? Il n'y a pas une volonté autre qui nous mène aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. C'est quelques conspirateurs qui seraient là avec une intelligence supérieure. D'abord, c'est extraordinaire. Parce que non, mais juste des hommes, des financiers qui gouvernent le monde. Non, mais le propre du capital, entre guillemets, c'est de repérer, là, il y a une possibilité d'enrichissement. Oui, c'est sûr. Bon, alors, on s'est aperçu qu'à un moment donné, la médecine était sortie d'un champ expérimental, qu'elle créait des molécules, et que tout le monde trouvait là l'espoir d'une panacée. Fallait les fabriquer. Pasteur, au départ, quand il n'est pas en train de se dire « je vais faire fortune en fabriquant des vaccins ». Et tous ceux qui, comme lui, travaillent, ils sont simplement dans l'espoir de soulager l'humanité. Ils ont une démarche, mais qui est une démarche comme toujours, parce que quand on est dans une voie de réflexion, on s'enferme dans une façon d'envisager le déploiement d'une hypothèse. Donc on a un postulat et on travaille sur le développement de ce postulat. Et quand on a mis en plus le public en attente de votre travail, il est difficile de dire attendez, on s'est complètement trompé. Chez les astronomes, c'est pas comme ça. Vous auriez rencontré un astronome il y a 15 ans. Cet astronome, vous aurez dit, c'est formidable, mais dans l'organisation de la matière, peut-être qu'on a pu l'observer, il est évident que jamais, une planète pourra se trouver près de son astre, une planète gazeuse. Seules les planètes telluriques se retrouvent dans l'attractivité et ce sont elles qui, systématiquement, se nicheront près de cet astre qui est l'organisateur de ce système newtonien. Aujourd'hui, on a découvert des millions de planètes gazeuses qui sont proches de l'astre qui est leur élément porteur. Et on a revu la théorie. En physique quantique, c'est pareil. Mais ça, ce sont des débats entre spécialistes. Alors on a l'ego un peu écorché parce que la théorie que j'avais essayé de suggérer aux uns et aux autres et qui avait fini par l'admettre, elle tombe à l'eau. Mais c'est pas grave. C'est la jubilation de la réflexion. Et on se relance. Oui, c'est ça. En revanche, là, vous allez dire aux gens, ce que l'on a mis en place depuis des années, en réalité, il y a une responsabilité. Parce qu'il n'y a pas que l'attente de la panacée, il y a le fait que grâce aux médicaments, ce qui est vrai, c'est que l'on soulage les maux. En soulageant les maux, il y a 3 jours, je me suis fait agresser par un personnage qui me dit « Oui, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est monstrueux, non seulement vous êtes un obscurantiste, mais vous êtes un dangereux individu. Comment ça, moi quand j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane et je suis guéri. » Je dis « Non, le symptôme. Vous avez fait disparaître quelque chose, Nico, vous pas... Comment vous pouvez dire ça? Bon. Et à partir de là, forcément, les gens, constamment, ils vous diront ça. Je suis allé chez mon médecin, miraculeusement. Je m'en suis sorti. Alors ils veulent croire à ça. Parce que si vous avez un médecin, il y en a, hein, vous avez quand même une grande frange de la médecine. Si je me fie, depuis 15 ans que je m'intéresse à ces sujets-là,
je ne peux pas à la louche comme ça, c'est pas sérieux, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a au moins 20 ou 30% de médecins qui s'ouvrent à des voies de réflexion différentes. Tant qu'ils J'ai peuvent même exercer. rencontré un médecin qui s'appelle Jean-Louis Foulquier, qui a été champion de France d'haltérophilie, qui a suivi après une formation de chiropracteur, qui a suivi une formation de médecine chinoise, enfin, et il essaie de synthétiser l'ensemble pour comprendre. Bon. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il m'a dit, quand j'ai été confronté à mes échecs en médecine, je me suis dit, il y a dans la théorie quelque chose qui ne va pas. À partir de là, nous autres, on est déresponsabilisés. En tout domaine, on nous infantilise. Ma jouissance, elle vient d'acheter ceci, bon. Et si je ne l'ai pas, je me roule par terre comme moi j'étais gamin, parce que je veux ça. Il n'y a pas de remise en cause. Et si je vous dis, à cause de tel élément, mange moins de gâteaux, parce que le sucre vient corrompre ta physiologie, vous allez me prendre pour un emmerdeur. J'aime les gâteaux, tu ne vas quand même pas m'empêcher de manger des gâteaux. Mais je t'empêche rien. Il faut savoir. Et vous avez des médecins. Moi, j'ai rencontré des médecins comme ça. J'avais été invité à la faculté de Lyon face aux jeunes de la 2e année de médecine. On me fait signe qu'il va bientôt falloir arrêter de parler parce qu'il y aura peut-être quelques questions. Alors, terminez. Non. Et donc, dans cette logique-là, les médecins qui mettent le patient en responsabilité, qui disent, voilà, changez, si vous prenez telle décision, dans quelques jours, vous allez voir, eh bien, votre système digestif se portera mieux, vous n'aurez plus ceci, vous n'aurez plus cela, et les pathologies vont s'effacer car ce ne sont que des dysfonctionnements. Celui-là, vous allez partir de chez lui sans avoir la moindre ordonnance, c'est un charlatan. Et vous allez aller vers celui qui, au contraire, vous donne une ou deux molécules. S'il vous donne une ou deux molécules, il faut les contre-molécules pour lutter contre les effets secondaires supposés. Et vous repartez avec une ordonnance. Je crois que la moyenne des ordonnances, là encore, d'après les statistiques, c'est 6 à 7 molécules minimum par ordonnance. Bon, voilà. Emmanuel Dulaurent, vous voulez peut-être faire circuler quelques questions? Il y en a un là. Très bien, super. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a quelques minutes, dizaines de minutes. L'argent et puis de la science, je dis, on va transformer le monde. Non mais qu'il y ait des gens, mais vous avez des personnes extrêmement brillantes qui terminent leurs études, qui deviennent scientistes fanatiques et qui pensent aux transhumains. Demain, vous aurez des éléments en vous avec une mémoire, vous n'aurez plus besoin d'apprendre, ça sera votre désir de trouver la solution qui ouvrira directement Wikipédia, etc. etc. Vous serez, c'est le mythe de l'intelligence artificielle. Et là encore, moi j'ai fait des émissions sur l'intelligence artificielle, les plus grands spécialistes vous disent c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on est capable de synthétiser un certain nombre d'informations à une vitesse vertigineuse, mais la créativité en tant que telle que on a la sensation d'en être capable, nous, êtres humains, pour le moment, il n'y a pas un seul algorithme qui soit capable de ça. Mais que des gens cherchent à exploiter, je vous dis, dans tout domaine, oui. Mais quand on a les laboratoires pharmaceutiques, moi, ma fille aînée et mon gendre, ils sont docteurs en biologie. Ils travaillent tous les deux au CNRS. Ils cherchent donc les secrets des différents éléments du vivant. Ils ont suivi une formation. Ils ne sont pas là en train de se dire « oui, j'obéis à tel laboratoire pour tenter de fabriquer ce qui va les enrichir ». Eux, ils sont dans la recherche fondamentale. Et ils tentent de comprendre ce qui sont les éléments qui orchestrent la vie. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs quand on travaille avec eux, enfin quand on essaie de se faire expliquer leur travail, on s'aperçoit que malheureusement, il est très difficile de reproduire les expériences dans le domaine du vivant. Même quand vous avez repéré des phénomènes, au maximum, vous arrivez à 30% de résultats de duplication. Et sans savoir pourquoi, après, on est dans l'échec. Alors, ça, c'est pour
l'étude fondamentale. Après, il y a la recherche appliquée. Et là, la recherche appliquée, c'est un laboratoire dit voilà, comment faire en sorte, on a déterminé que la tension était un fléau, comment faire disparaître la tension. Alors déjà, là, il y a une dichotomie, je dirais, entre essayer de comprendre ce qu'est la cause de la tension et le fait de faire disparaître la tension. Ce sont deux choses totalement différentes. Néanmoins, je suis employé par ce laboratoire et je vais chercher à faire disparaître ce phénomène que je juge étant dangereux pour l'individu. Au maximum, donc, ça se reproduit comme ça, c'est 30% de résultats. Alors que font les laboratoires pour obtenir l'agrément et considérer que la molécule qui est proposée au moment d'une expérimentation sur un panel représentatif ce soit donc considérée comme une molécule efficace? Eh bien, on multiplie les expérimentations. Mais encore, moi, je ne fais rien, je ne fais que raconter ce qui se passe. Et on ne retient en publication que celles qui corroborent le résultat espéré. Voilà. Là, il y a une exploitation commerciale. Mais les chercheurs en tant que tels, je vous dis, ne sont pas des gros salauds qui se disent « Je pense que toute personne qui fait des études de médecine, dans un premier temps, c'est quand même long, c'est 8 ans de sacrifice, d'engagement. C'est pas pour devenir le pourri qui gagne du fric en ayant la volonté de corrompre le corps des individus. » Mais derrière, il y a toujours un monde de la finance qui cherche à exploiter dans tous les domaines. Plutôt que de faire des beaux films, on va chercher à repérer le film à succès, et puis on a le film 1, le film 2, le film 3, comment épuiser jusqu'au bout. Pourquoi la littérature n'existe plus aujourd'hui? Parce que les gens habitués à la facilité, si vous leur faites lire Céline, ils butent, si vous leur faites lire Garcia Marquez, ils butent, alors on leur vend Marc Lévy, voilà. Mais non, mais là vous avez raison. Vous, à la faculté, vous êtes passé directement de Pasteur. Moi, j'avais mon meilleur ami, il était psychiatre et il était en même temps docteur en philosophie. Malheureusement, il a été emporté à 54 ans par un cancer du cerveau. Il s'appelait Serge Tribolet, un garçon formidable. Il était chef de service à Maison-Blanche. Et donc, quand je lui ai sorti les documents de Pasteur, il me dit « Mais c'est incroyable parce que soudain tu me fais réfléchir. » Et lui, c'était vraiment un gambergeur. C'est pour ça que j'ai signifié qu'il avait suivi après des études, il a fait son doctorat en philosophie sur Plotin. Et il me dit, mais emporté par le professeur, on est dans une logique. Et là, il y a une sorte de saut quantique, si je puis dire. On passe du curatif au préventif, comme ça, du jour au lendemain. Mais parce que, là encore, au départ, le premier vaccin en tant que tel, c'est d'ailleurs pas un vaccin, c'est la variolisation. Et la variolisation, ça remonte à pratiquement 1000 ans. Et c'est chez les Chinois, on prenait le pus des personnes malades, on l'inoculait directement à ceux qui risquaient d'avoir la maladie. Donc on était carrément dans l'inoculation de la maladie. Puis après là-dessus est arrivé Jenner, je ne vais pas faire toute l'histoire, et on arrive à la vaccination puisque Jenner prend sur les pies des vaches, il les scarifie afin d'obtenir du pus et d'inoculer ce pus aux jeunes malades. Et ensuite on va faire le premier vaccin. Et là il y a un amalgame entre le vaccin curatif et le vaccin préventif. Voilà, et c'est pour ça que j'ai repris après le vaccin contre la polio, j'ai repris tous les grands vaccins pour montrer comment on est dans une illusion. Et la dernière, et là vous êtes directement concerné, docteur, c'est sur le papillomavirus. Et le papillomavirus, comment on nous vend cela comme étant le fléau qui est en train d'emporter les jeunes filles et maintenant les jeunes garçons. Et j'ai pris simplement le script de 2 professeurs en médecine sur France Culture, grands spécialistes du papillomavirus. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible que des gens, apparemment en toute bonne foi, il est impossible qu'ils ne soient pas en toute bonne foi, n'arrivent pas à se rendre compte que quand ils développent le raisonnement, ils sont dans le sophisme le plus délétère qui soit.
Marc Ménon, je suis vraiment désolée. Pardon. On est obligé de s'arrêter alors qu'il y avait 1000 sujets à aborder, notamment la variole du singe. On vous réinvitera. On se retrouve bientôt, de toute façon. Oui, avec plaisir. Je suis désolé. Face à l'info, déjà. Mais voilà, je termine l'émission à 20h. Mais merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci très sincèrement.